Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. En tant que maman, c'est certain que j'aimerais que mes enfants soient empathiques, qu'ils soient capables de s'ouvrir aux autres, qu'ils soient capables de comprendre ce que ressentent les autres. Par contre, est-ce que c'est réaliste, entre 2 et 5 ans, de leur demander d'être empathiques? Est-ce que c'est un trait de caractère ou ça se développe? Lorsqu'il arrive un conflit à la maison, par exemple, est-ce qu'on devrait les obliger à s'excuser? Est-ce que si c'est toujours le même enfant qui fait des compromis, on pourrait établir certains patterns? Est-ce qu'il y a des pièges là-dedans? Bref, pour en discuter, j'ai invité Roxane Larocque, psychologue, et Caroline Robinson, neuropsychologue, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'empathie. Je pense qu'en tant que parents, on souhaite que nos enfants soient empathiques, mais est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou est-ce que nos enfants peuvent être empathiques en si bas âge, là, entre 2 et 5 ans? Il faut comprendre d'abord que l'empathie, c'est quelque chose qui va se développer au rythme du développement cérébral, développement émotionnel de notre enfant, quand les conditions sont mises en place. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'apprendre. On peut pas apprendre l'empathie à nos enfants. C'est quelque chose qui va émerger. Qui va émerger de où? Principalement des expériences de l'enfant, d'un parent empathique, de situations auxquelles il a été exposé. Donc, l'empathie, on veut beaucoup l'apprendre à l'enfant. Souvent, on va y aller par suggérer des excuses, forcer des excuses, montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En particulier chez nos tout-petits, il faut comprendre que dans l'empathie, c'est quelque chose qui va se construire avec le temps et aussi que c'est quelque chose qui va être difficilement ressenti à l'intérieur d'eux quand ils sont dans des grandes émotions. Ah, OK. Donc, l'enfant, par exemple, qui est en crise pour une raison X, c'est pas à ce moment-là, justement, qui est peut-être le bon temps de lui dire, là, je sais pas, par exemple, dans une chicane frère-sœur, par exemple, il aurait pu avoir, je sais pas, un coup ou quelque chose de donné, puis là, de dire, regarde, tu fais de la peine à ta sœur, regarde, elle a mal, ou va t'excuser, ou faites-vous un colleux. Donc, c'est probablement pas la bonne stratégie. En fait, je pense que Caroline l'exprimait très bien, c'est que c'est quelque chose qui est là, mais pour que ce soit exprimé, il faut que l'enfant soit disponible. Donc, si lui, tu sais, des fois, je trouve que le discours escalade parce que là, tu as fait mal à ta soeur. Ouais, mais elle m'avait lancé ça. Oui, mais c'est pas une affaire de oui, mais non. Puis là, tu sais, on se ramasse comme dans. Et je pense que la meilleure façon, c'est encore une fois par nous-mêmes d'être empathique à la situation, tu sais, de nous-mêmes prendre un pas de recul, dire là, hey, là, ça me choque un peu le comportement, je pense que tu as compris que c'était pas correct, on se calme, on s'en reparle, tu sais. Et là, on est en train de pas cautionner le comportement, mais de prendre en considération l'émotion, de faire comme, regarde, là, ça, je pense que c'est trop. Tu sais, des fois, on voit beaucoup de pression sur le partage aussi. Là, ils ont 2 ans, 1 an, puis là, il faut que tu donnes ton jouet. Mais l'enfant, ça ne tente pas. C'est pas parce que ça ne tente pas là qu'à 7 ans, il ne prêtera aucun de ses jouets. C'est qu'au niveau du développement, ils ne sont pas rendus là. Tu sais. Je pense que c'est en leur demandant. Ça. Parce que souvent, en tant que parent, on panique des fois un petit peu. On se dit, mon Dieu, le partage, c'est tellement important. Mais donc, c'est normal peut-être qu'il développe sa propre bulle, Roxane, avant de commencer à penser à prêter. Donc, c'est une phase normale du développement. Là. Tout à fait. Et pour que l'enfant ait envie de partager, il faut qu'il soit suffisamment nourri aussi. Et il y a des âges où ils ont toutes sortes d'angoisses, sont dans plein de choses. Et pour pouvoir donner à l'autre, il faut que j'aie compris le concept que donner à l'autre m'enlève rien à moi. Et en même temps, j'ai pas à tout donner à l'autre non plus. J'ai des limites, moi aussi, j'ai le droit de dire non. Donc, des fois, de dire, il a le jeu, quand tu auras terminé, tu pourras lui prêter. Mais moi, je le voulais tout de suite. Ouais, mais il n'a pas terminé de jouer. Tu sais, de gérer ça plutôt que d'imposer à l'autre, oui, tu dois donner ton jouet ou d'y aller vers des méthodes un peu plus directives, là, où justement, parce que souvent, l'empathie, on la voit pour
l'autre personne, tu sais, mais il faut être empathique à l'enfant aussi qui est en train de vivre cette situation-là. Puis c'est vrai que c'est pas le fun de partager quand on n'a pas fini quelque chose ou que, tu sais, après, bon, c'est important pour la vie en société, mais je pense que vous comprenez Oui, le oui, lien, oui. là. Mais non, mais je trouve ça... Roxane, Oui, vas-y, Caroline, c'est vraiment intéressant de voir parce que souvent on est empathique à celui qui veut l'objet, mais non pas à celui qui l'utilise. puis les attentes, comme tu mentionnais, Roxane, les attentes qu'on a par rapport à l'empathie chez nos enfants, ben, les excuses, le partage proviennent essentiellement des attentes en contexte social. Euh, il est attendu que les enfants partagent, que les enfants s'excusent, mais en fait, c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne à cet âge-là. Puis même nos enfants sont bien loin de fonctionner comme des adultes, mais j'aime toujours faire des analogies en lien avec les adultes. Moi, en tant qu'adulte, j'ai pas toujours envie de partager mes nouvelles choses. Ce jeu-là en particulier, ça. Alors pourquoi l'imposer à mon enfant? Donc, il y a des conditions qui se mettent en place avec nos enfants, comme chacun son tour, nous, nos interventions par rapport, est-ce que nous, on partage avec notre enfant? Est-ce que par moment, tu sais, on met une limite dans le jeu pour que, OK, là, c'est vraiment le tour à l'autre enfant? Ça, c'est tout à fait correct de mettre des choses en place, mais de forcer le partage, de forcer les excuses, ça vient aller jouer, en fait, à l'encontre de l'empathie qu'on veut créer chez nos enfants. Mais justement, là, par exemple, une situation où un enfant a un nouveau jouet, il joue avec, il a du plaisir. Son frère, sa sœur voit bien le plaisir généré avec l'objet, donc veut l'avoir. Là, on a deux choix. Hein? Soit, comme tu dis, on peut peut-être mettre des balises en disant, ben écoute, ta sœur ou ton frère va l'utiliser encore un certain nombre de temps et ensuite on verra ou lorsqu'il aura terminé, il pourra te le prêter. Mais là, quand la crise vient au deuxième enfant qui, lui, voulait l'objet, comment on peut baliser? Parce que apprendre à attendre son tour, ça non plus, c'est pas inné, hein? C'est un travail de tous les instants. Donc là, en voulant parfois pas brimer un, on a l'impression de brimer l'autre. Comment on peut fonctionner avec la crise qu'on vient de générer, là? Ben, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces crises-là. C'est-à-dire que c'est normal pour la personne qui le reçoit, mais en même temps, il est en train d'apprendre. Dans la vie, on se fait dire non des fois, puis il faut le respecter, ce non-là. C'est l'autre n'a pas envie et c'est ça. Ça se peut que ça génère une crise. C'est pas obligé d'être une méga grosse crise. On peut lui dire qu'on comprend la réaction. C'est vrai que c'est frustrant. Mais pour moi, l'empathie, c'est que tout le monde soit bien aussi. Mais ça veut pas dire qu'on est toujours en constante harmonie, que tout va bien, qu'il n'y a pas de crise. Mais si les enfants en gèrent jamais des crises, ben, ils n'auront pas appris à vivre avec ces émotions-là. Et des fois, ce qu'on voit aussi quand on pousse trop là, l'empathie forcée, là, ben, c'est que là, l'enfant va commencer à mentir, à faire des choses en cachette, poursuivre ses propres buts, puis on vient comme renforcer ce qu'on redoute finalement. OK. Donc, finalement, d'acheter la paix, si vous me permettez l'expression, pour éviter les crises à tout prix, c'est à peu près la plus grosse erreur qu'on peut faire comme parent. Sans dire que c'est la plus grosse erreur, je pense qu'un des concepts hyper importants pour équiper nos enfants vers la vie future, c'est qu'ils développent ce qu'on appelle la résilience émotionnelle. C'est d'être en mesure de vivre de A à Z la déception, de A à Z la colère, le rejet, même la jalousie. Toutes ces émotions-là qu'on veut éviter nos enfants, et qu'on veut éviter à nos enfants, on veut pas leur faire vivre, on veut pas toujours provoquer ça, mais quand elles viennent naturellement, on veut qu'ils les vivent et qu'ils apprennent, qu'ils sont en mesure de faire face à l'adversité avec le parent. Donc là, nous, on peut les accompagner au travers de ces grandes émotions-là. Puis ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour nos enfants, pour leur santé émotionnelle puis leur vie générale future. Donc, justement, au lieu d'être peut-être dans l'évitement des situations qui peuvent être difficiles, douloureuses, on devrait plutôt être donc dans l'accompagnement avec eux, essayer de leur donner peut-être des trucs, des conseils. Est-ce que parfois, on peut leur dire ou les inviter à gérer leur crise, leur colère, leur peine, peu importe, et faire un retour par la suite? Est-ce que le retour avec un petit enfant, c'est souhaitable? Est-ce qu'il y a comme un délai de temps? Parce que parfois, ils sont petits, on a l'impression qu'ils ont oublié ce qui a pu arriver plus tôt dans la journée, par exemple. Bien, assez rapidement, on peut
même sans faire de retour, on peut les impliquer dans la solution. Là. À partir du moment où ils parlent, des fois, on peut faire là, un time-out puis dire, bon, lui, il veut ça, toi, tu veux ça. Là, il y a de la chicane, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Des fois, les enfants proposent des affaires que j'aurais même pas pensé ou qui, pour nous, comme adultes, fait zéro sens. Ou l'autre enfant fait comme, oh, ben, je le veux pas tant que ça, finalement, prends-le. Et là, ben, on les apprend à développer des solutions. Comme parents, d'avoir un certain, on est là pour encadrer, évidemment, pour structurer, mais de prendre un certain pas de recul pour les autonomiser là-dedans, ça peut se faire assez tôt. Puis ben, les retours selon l'âge, parce qu'effectivement, c'est pas pareil pour 1, 2 ans, faire un retour comme à la fin de l'après-midi, il va être dans d'autres choses, sont beaucoup, beaucoup dans l'instant présent. On peut prendre quand même une petite pause là, de quelques minutes, le temps que l'émotion passe. Et j'aurais besoin dans un autre contexte, lorsqu'on parlait tantôt d'empathie, d'excuses par rapport aux situations, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être en tant que parent? Auriez-vous un truc à donner pour les enfants qu'on peut peut-être qualifier, si on veut, de très, très sensibles? Il y a des enfants qui voient un autre enfant pleurer, ça les fait pleurer, ça les touche. On dirait qu'ils ont tendance pratiquement à absorber la douleur de l'autre. Mais oui, on souhaite que nos enfants soient empathiques, mais je suis pas certaine que c'est nécessairement une bonne chose qu'ils se rendent jusque-là. Comment on peut les guider en tant que parents là-dedans? Ben, je pense que quand je parlais d'autonomie un petit peu, puis on parlait d'émotion aussi, je pense que des fois, on a tendance à nier l'émotion quand il y a une trop grande sensibilité. Un autre ami pleure, ben non, c'est pas grave, reviens faire ton jeu. Tu sais. Mais de reconnaître cette sensibilité-là, en même temps de dire, ah oui, tu as raison, il y a un enfant qui pleure, mais son papa est avec lui, je pense qu'il va être correct. Tu sais, de reconnaître l'émotion, mais sans porter la responsabilité. Ou bien sûr, on va aller avertir l'éducatrice ou on va aller voir s'il est correct, mais de pas y aller nécessairement dans, ben non, c'est pas grave, ou ça te concerne pas, ou tu sais, là, on est en train de nier la sensibilité, qui est une très belle qualité là, à avoir. Absolument. Puis je dirais aussi dans ce sens-là où si notre enfant vit de la tristesse en lien avec la tristesse d'une autre personne, si notre enfant est un enfant qui est très sensible, la meilleure chose pour qu'il apprivoise sa sensibilité, c'est d'observer puis c'est de reconnaître qu'est-ce qu'il vit. Sans vouloir régler la situation pour lui. Il ne faut pas régler les émotions de nos enfants. Par exemple, si mon enfant a beaucoup de peine par rapport à une situation, à un autre enfant, je pourrais simplement dire ça te fait beaucoup de peine. Tout simplement. On est surinvesti beaucoup, on veut régler, on veut solutionner, on veut apprendre, on veut que nos enfants progressent super rapidement, on veut leur enlever la douleur, on veut la prendre sur nous, puis on est tellement bien intentionnés. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on a besoin de changer un petit peu notre perspective d'accompagnement pour nos enfants, puis voir que on peut être dans une position d'être objectif, de reconnaître qu'est-ce qu'ils vivent, puis pas de tenter d'arranger ça, plus de les accompagner, d'être à leur côté. Mm-hmm. Donc, montrer qu'on est là, qu'on est présent, reconnaître ce qu'ils vivent, mais sans nécessairement, comme tu dis, vouloir le prendre et en faire nôtre et leur donner des réponses ou des solutions qui peut-être ne sont pas nécessairement adaptées à leur situation. Mm-hmm. À l'autre extrême, si on a l'impression que notre enfant ne vit pas d'émotion, par exemple, ou je sais pas moi, quelqu'un se blesse, a de la peine, il va avoir tendance à rire, ou il peut nous donner l'impression que ça le laisse de glace. Est-ce que, ça peut parfois être l'inverse? Ce sont des enfants très, très sensibles et qui deviennent de glace parce qu'une façon de se protéger, ou est-ce qu'ils sont trop petits pour ça, puis c'est juste qu'ils sont pas rendus là, puis ça arrivera plus tard? Est-ce que ça devrait nous inquiéter? Ben, quand tu parles de ce que ça devrait nous inquiéter, on peut se questionner si effectivement l'enfant a été très sensible ou puis à un moment donné, oups, ça change. Ou tu sais, des fois, je les appelle les petits canards, le temps surface, ça a l'air bien calme, mais tu as les petits pieds qui vont vite, vite, vite en dessous. Pour moi, des fois, ces enfants-là, on a tellement l'impression qu'ils comprennent pas l'émotion, qu'ils la vivent pas, qu'on en met encore plus. Mais si c'est parce qu'ils sont sensibles et qu'ils
coupe, ben, plus tu en mets, plus ils vont se couper, là, puis ça devient une escalade. Ça peut être intéressant de se demander qu'est-ce qui fait justement qu'il a besoin, cet enfant-là, de se couper de ses émotions. Est-ce que les émotions sont bien reçues, vécues, perçues dans la famille? On a toujours on est le meilleur outil de changement pour nos enfants. L'idée est d'être dans la relation avec le parent pour qu'il sente une certaine, un accompagnement, une sécurité pour pouvoir justement laisser aller ses émotions? En fait, je dirais absolument oui. Donc, c'est de se questionner quand il y a quelque chose, une situation qui nous questionne ou qui nous fait douter. Je pense que c'est important de juste prendre un peu de recul, puis ce que j'aime appeler la lunette généreuse, aller voir, OK, qu'est-ce qui est au-delà de ce comportement-là en ce moment? Quelle est ma perspective? Ou plutôt, quelle est la perspective de mon enfant? Qu'est-ce qui l'amène à réagir comme ça? Puis, on n'a pas besoin d'avoir l'interprétation juste de qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui fait en sorte qu'il rit au lieu où il fait quelque chose qu'il devrait, selon nous, pas faire à ce moment-là. Mais juste avoir un peu de recul, puis après ça, de rentrer en relation avec notre enfant pour explorer son ressenti. Je pense que c'est une bonne posture à avoir. Nos tout petits, ils vont passer par mille et une phases, mille et une émotions. Puis, je pense que d'être en mode observation, ajustement, puis de les accompagner dans ce développement-là, c'est la perspective qu'on doit avoir en sachant que la meilleure chose qu'on peut leur offrir, comme tu mentionnais, Maggie, c'est un espace sécuritaire pour que toute la variété d'émotions puisse sortir. Parce que si on conditionne parfois notre proximité à nos enfants à certaines émotions ou pas, bien là, on peut voir qu'ils vont commencer à se protéger de certaines émotions, à ne pas vouloir les manifester. L'idée, c'est d'offrir un espace sécuritaire pour que tout émerge, en particulier à la petite enfance. Oui. Puis selon ce qui va émerger, ben l'accompagner là-dedans au lieu de justement, comme on disait tantôt, peut-être le ou le oh non, non, on fait pas ça parce qu'effectivement, nous, selon peut-être nos critères à nous de vie en société, ça se fait pas. Ben, en leur donnant un espèce de terrain de jeu émotif, ils vont explorer. Des fois, ce sera probablement beaucoup trop et tout, mais ils vont apprendre à les gérer. Puis effectivement, en les vivant, hein, même nous, en tant qu'adultes, c'est en vivant les choses qu'on arrive à apprendre aussi à les gérer. Puis je pense que c'est le travail d'une vie, hein, à apprendre à gérer ses émotions. Là, ce n'est pas un sujet que l'on va clore dans la petite enfance. Mais en terminant, j'aimerais qu'on revienne sur, justement, lorsqu'on parlait tantôt, peut-être de trucs concrets quand on a l'idée de la réparation. Si, par exemple, justement, là, notre enfant fait mal à un autre enfant, mais de façon sérieuse, je sais pas, il y a un conflit, il peut y avoir un geste de violence, un coup de pied, un coup de poing, peu importe, même s'ils sont petits, parfois il peut pousser, par malchance, l'ami va tomber, peut se blesser. Comment on peut quand même leur montrer qu'il peut y avoir une espèce de gradation là, dans les conséquences? Je veux dire, lorsqu'il y a un geste de violence ou lorsque c'est physique, je pense quand même qu'il faut l'adresser. Est-ce que là, il peut y avoir une forme de réparation? Tantôt, on disait forcer les excuses, c'est pas nécessairement la bonne façon. Comment on devrait s'y prendre lorsqu'on juge que la situation est peut-être un peu plus grave? Bien, je pense que une des choses qu'on a tendance à faire, c'est de s'installer dans des grands discours ou de moraliser ou de non, mais non, 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 non. Alors que les émotions, sont pas situés à ce niveau-là, ou en tout cas, c'est pas le discours rationnel là, et pas le principal à avoir. Et ce qu'on veut, c'est pas que l'enfant comprenne, ben, je vais m'en sortir en disant je m'excuse de toute façon, tu sais. Et je pense que pour en arriver là, il faut, puis on parlait tout à l'heure de celui qui a subi, mais de celui qui a initié le geste aussi. Il faut aussi reconnaître c'est qu'il y a eu quelque chose de plus grand que lui, une colère qu'il n'a pas su gérer, des mots qu'il n'a pas su mettre parce que c'était trop. Alors, de reconnaître ça, tu étais vraiment fâché tantôt, hein, ou je pense que tu n'as vraiment pas aimé ça. Mais en même temps, de faire, et là, on va ajouter la portion, le comportement, lui, il est inacceptable, mais l'émotion, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est pas correct, mais l'enfant n'est pas reçu, on n'a pas d'empathie envers lui, alors, ben, il reste dans sa frustration, il s'excuse, comme des fois, là, à l'école, certains devaient faire une lettre d'excuse, là, mais qui était probablement pas très intentionnée, là, en arrière de ça. Alors, ce qu'on veut, c'est pas juste apprendre à s'excuser ou à réparer les choses, mais c'est d'être reçu là-dedans et de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Parce que l'enfant peut aussi intérioriser
hey, moi, je suis vraiment pas une bonne personne, là, je mords tout le temps, ou tu sais, là, c'est son estime aussi à travers tout ça. Notre enfant souhaite avoir un jouet, l'autre ne veut pas le prêter. Là, on sent peut-être la colère monter, puis avoir tendance à taper, à mordre, peu importe. Est-ce qu'on peut l'inviter à essayer de s'exprimer avec des mots? Est-ce qu'on peut lui dire, lorsque tu sens que ça monte, on essaie de se retirer? Est-ce que ça pourrait être des solutions concrètes pour lui dire, c'est normal ce que tu vis? Par contre, avant de se rendre au geste de violence, est-ce qu'on essaie de déconstruire ça ou ils sont trop petits? Mais je pense que notre position devrait être d'ajuster un peu nos attentes chez nos tout-petits. Et il faut s'attendre à répéter tellement de fois avec nos enfants, nos tout-petits. Il faut s'attendre aussi qu'ils sont impulsifs, ils ne peuvent pas freiner les gestes, en particulier quand ils ont des grandes émotions. Donc, quand la frustration est en eux, bien souvent, ils ne sont pas en mesure de la gérer ça. Donc, ça peut sortir quand la frustration devient trop grande et ça sort en geste d'attaque. Chez nous tout petits, c'est de l'attaque motrice. C'est de l'agressivité motrice. Plus il vieillit, plus ça peut devenir de l'agressivité verbale. Mais chez nous tout petits, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ralentir le jeu avec eux. On peut modéliser des façons de faire. On peut dire, oh, là, il se passe quelque chose, on va ralentir les choses ensemble. Il s'est passé quelque chose, ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme Roxane a mentionné tantôt, on peut faire une petite collaboration, résolution de problèmes avec eux. Et puis, moi, une chose que j'aime dire à mes enfants, mon plus vieux surtout qui a 5 ans, c'est s'excuser, c'est pas de dire s'excuser. S'excuser, c'est de réparer la relation. Puis, qu'est-ce que j'aime dire à mon enfant? C'est, tu peux t'excuser si les excuses sont en toi. C'est ça qu'on veut montrer. Puis nous, on peut modéliser aussi par nos comportements comment on fait pour s'excuser quand on fait une erreur. C'est de normaliser les erreurs, c'est de comprendre qu'il va falloir répéter ça longtemps encore. Par exemple, dans ton exemple de la fratrie, quand on prend un jouet, il y a de l'agressivité. Donc, dans les premières années, quand on change nos attentes, notre perspective, mais ça nous aide aussi à passer au travers de se dire hey, c'est normal que je doive répéter tout le temps. Et c'est normal donc que notre enfant puisse passer, par exemple, du zéro. Là. On joue, ça va bien, finalement, je sais pas, le jouet est pas utilisé de la façon attendue, d'un 0-10 ou d'un rire à pratiquement une tape, par exemple, en l'espace parfois de quelques secondes. Là. C'est pas nécessairement une escalade qu'on voit monter comme chez les plus vieux. Ben non, puis c'est pas nécessairement significatif comme à l'âge adulte s'il y a une bagarre. On s'entend que ça n'a pas la même portée qu'une bagarre à 2, 3, 4 ans pour eux. C'est vraiment, tu sais, ils sont égocentriques dans le bon sens du terme. Les enfants, c'est ce qu'on veut à ces âges-là, sont centrés sur leurs émotions, sur ce qu'ils vivent. Et si on les accompagne là, c'est là où ils peuvent s'ouvrir à l'autre. Et je trouve qu'il y a de la transmission intergénérationnelle aussi, dans le sens où si moi, avec mon enfant, ben, à chaque fois qu'il fait quelque chose de pas correct, je dis non, là, tu l'as pas encore eu, pourtant les solutions, je te les avais données, là, tu vas dans ta chambre. Ben, probablement qu'avec sa petite sœur ou son petit frère, c'est les mêmes stratégies qu'il va utiliser, tu sais, d'être plus violente. Alors que si je lui dis l'accompagnement comme on nommait Caroline et moi, puis on dit en même temps, c'est correct, tu es en train d'apprendre. Tu sais. Ben après ça, on peut lui dire aussi, ben, ta petite sœur, elle, ou ton petit frère, elle est aussi en train d'apprendre. Puis pour elle, c'est difficile. Et là, on est en train de voir que chacun a leur réalité, mais l'empathie commence d'abord, je crois, par l'exemple, tu sais, par le parent avec l'enfant. Et j'aimais, Caroline, quand tu parlais de la répétition, parce que souvent, c'est comme ça, on tolère 1, 2, 3 fois, mais là, hey, ça fait 1 semaine que je dis, puis il ne comprend pas, puis là, c'est nos propres peurs à nous. Mais c'est normal, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, ça ne veut pas dire que ça va être un enfant violent ou agressif si on le reçoit là-dedans. OK, donc encore là, il faut peut-être calmer nos attentes. Ce ne sont pas de mini-adultes. Donc, c'est normal que même pour des comportements qui peuvent peut-être nous faire peur parce que justement, pour nous, ils nous semblent grands, ils nous semblent amplifiés, eh bien, c'est normal de répéter et il faut peut-être prendre un petit pas de recul puis laisser du temps au temps, finalement. Tout à fait. Et surtout quand les enfants parlent beaucoup aussi, il y a des enfants qui sont beaucoup
on a l'impression qu'ils comprennent plus. Tu sais, c'est comme, mais oui, mais tu comprends pourtant. Mais c'est deux choses séparées. Ça n'a aucun rapport avec la connaissance ou l'apprentissage. Ben, c'est l'apprentissage des émotions, mais et ça, souvent, c'est ça, nos attentes sont grandes. Mais si en apportant une autre réponse, on apprend à l'enfant à réagir différemment aux émotions. Si on ne fait que réagir à la colère par la colère, ben, c'est ce qu'il va garder plus tard. Puis on va dire, ben oui, elle a toujours été de même. Mais est-ce qu'on lui a offert d'autres opportunités de grandir? Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment coup de cœur aujourd'hui, je souhaite aborder la différence. On vient de le dire, on souhaite que nos enfants soient tournés vers les autres, qu'ils soient empathiques. Mais qu'en est-il de leur propre protection personnelle? J'aimerais en discuter aujourd'hui avec une blogueuse qui aime bien quand même écrire sur des sujets qui peuvent pour certains sembler tabous, l'emmerdeuse Catherine. Bonjour Catherine. Allô? D'entrée de jeu, je voudrais revenir avec toi sur un texte que tu as écrit qui m'a bouleversée, celui du monosourcil. Est-ce que tu peux nous résumer peut-être rapidement ce texte-là et les jugements auxquels ton fils a été confronté pour quelque chose, ma foi, que ça n'a pas de bon sens? Oui. En fait, mon fils est né avec un monosourcil. C'est comme ça, j'en avais un quand j'étais petite, moi aussi. C'est comme ça, c'est la vie. Il a pigé ce numéro-là quand il est né. Puis, dans le fond, on n'en a jamais fait de cas, on n'en a jamais parlé devant lui, on n'en a jamais... Fait que lui, il n'était pas conscient de ça, dans le fond, jusqu'à temps qu'il entre à l'école et qu'il commence à avoir des commentaires, soit de plus vieux ou d'amis de son âge. Puis moi, ma réflexion, ça a été, ben coudonc, comment un autre enfant sait c'est quoi un monosourcil? Mettons, là, qui arrivent tous à l'école à 5 ans avec le même bagage. Tu sais, moi, j'ai jamais ri de personne qui a un monosourcil devant mon enfant. Fait que je me disais, ben ça vient des adultes. C'est-tu un adulte qui a vu mon enfant dans la cour d'école ou qui a vu la photo sur la photo de classe puis qui a dit « Ah, lui, il a un monosourcil » parce que ça a commencé comme pas longtemps après. Fait que c'est ça. Fait qu'il est revenu à la maison, maman, je me fais dire que j'ai un monosourcil et tout ça. Je savais pas c'était quoi, on savait pas trop quoi faire avec ça. Est-ce qu'on l'épile? Est-ce qu'on on savait pas quoi faire, tu sais. Fait qu'on a eu une discussion là-dessus à la maison avec lui, puis tout ça, sur les différences. Puis finalement, textuellement, est-ce qu'on l'a utilisé? Oui, c'est ça. Qu'est-il arrivé? Ben, en fait, on lui a exposé les deux options. Tu sais, j'ai dit, si ça te dérange vraiment, maman, elle peut enlever les petits poils qui se touchent entre tes deux sourcils, mais t'es beau comme un cœur. Tu sais, fait que sur le coup, il n'a pas voulu qu'on l'épile, puis c'est revenu de lui quelques années plus tard, parce que ça fait déjà, tellement il est rendu à 10 ans, là. Fait que maintenant, oui, on l'épile, mais pas tant régulièrement non plus. Quand ça l'achale, il nous le dit, mais ouais. mais justement, donc, vous vous êtes adapté à son besoin à lui par rapport à cette situation-là. Mais lorsque tu dis on en a discuté, qu'est-ce que ça a amené comme discussion chez vous sur la différence, sur le fait que justement, les autres enfants, bon, on ne sait pas nécessairement d'où ça vient, mais probablement à la suite de commentaires, ont vu une différence, ce qui a amené de la méchanceté envers ton enfant. Oui, mais nous, en fait, l'enlignement qu'on a eu, c'est que tout le monde a quelque chose de différent, que ce soit dans son visage ou sur son corps. C'est juste que des fois, ça paraît plus que d'autres. Puis, ça a été que on ne doit pas modifier notre corps pour plaire à quelqu'un d'autre. Il faut, quand tu te regardes, il faut que toi, tu aimes ce que le miroir te renvoie, dans le fond. Fait que ça a été un peu ça la discussion, dans le sens que tu n'as pas besoin de changer pour personne, tu es parfait comme tu es. Si ça te dérange, ben là, on peut regarder c'est quoi nos options. Puis là, il vieillit. Fait que là, c'est la petite moustache qui commence, tout ça. Fait que ça revient un peu, mais c'est là que je vois qu'on a pris, dans le fond, nos discussions, puis tout ça, ça a porté fruit. Parce que là,
il commence à le dire. Ah, tu sais, regarde, maman, j'ai un petit peu de poids ici. Je dis, ah, mais oui, Thomas, mais regarde, tu sais quoi, tous tes amis vont commencer à en avoir bientôt. Tu sais, puis c'est ça exactement. Puis, fait je vois que ça l'a payé dans le fond. Parce que il est capable de se regarder plus objectivement. Puis non, moi, je suis beau. Puis, tu sais, c'est correct. Puis c'est parce que je vieillis. Puis un jour, je vais la raser. Mais là, c'est parfait. J'ai 10 ans. Puis c'est normal à 10 ans d'avoir une petite moustache. Puis, fait que c'est ça. Puis nous, on est une famille, on aime ça dédramatiser. Tu sais, on se prend pas au sérieux. On a l'autodérision facile. Fait qu'il baigne là-dedans un petit peu. C'est sûr que quand il est rentré à la maternelle puis qu'il est revenu avec ça, là, on savait pas trop quoi faire ou comment s'enligner ni tout ça. Mais là, tu sais, là, c'est ça. Il est rendu à 10 ans. On en a vu d'autres. Fait que je pense que c'est ça. Puis, tu sais, j'ai des abonnés qui m'en parlent ou qui m'ont dit, ah, ben moi, justement, la petite moustache pour une petite fille, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais je pense qu'il n'y a pas de recette secrète. On a une discussion ouverte avec l'enfant. Pourquoi ça te dérange? Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est surtout ça. Donc, l'idée, probablement, d'amener justement la discussion sur la différence et amener justement, j'ai beaucoup aimé l'enfant à exprimer ce que lui trouve différent. Je prends un exemple chez moi, c'est tout banal, mais ma fille, ses cheveux sont extrêmement longs à pousser. Elle a 5 ans et encore à l'avant, c'est très court. Et elle aimerait donc avoir de longs cheveux bouclés comme ses petites amies à l'école. Et je me suis rendu compte que ça la complexait parce que les autres font des couettes ou peu importe. C'est pas nécessairement les commentaires des autres, mais c'était vraiment sa relation à elle par rapport à ça. Donc, ça nous a amené des discussions. Je pense que ce que j'en retiens de ce que tu viens de nous dire, c'est ne pas hésiter à susciter la discussion parce que justement, le fait qu'il se trouve beau, qu'il se soit vu dans le miroir, qu'il ait vu ses qualités, eh bien, justement, ça le prépare à l'adolescence parce qu'on s'entend que c'est une étape ingrate pour tout le monde, là. Oui, absolument. Puis, mais je pense que c'est de semer des petites graines quand ils sont jeunes, puis après ça, ça nous sert d'appui, puis de levier pour continuer dans cette direction-là avec eux, tu sais. Puis aussi, on est allé dans le sens, tu sais, maman aussi, elle est différente, là. Peut-être que toi, tu vas avoir des boutons quand tu vas être adolescent, peut-être que tu n'en auras pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis si ça te dérange vraiment beaucoup, puis qu'on peut faire quelque chose pour le modifier, ben on va le faire. Mais on le fera pas parce que c'est ce que la société s'attend à ce que tu as l'air, à ce que tu fasses. C'est ça. On va le faire pour toi. Mais justement, ça m'amène sur un autre sujet. Dans tes billets de blog, tu parles également de différences en lien avec la santé mentale. Tu t'es pas caché des défis que tu avais toi-même à surmonter en lien avec ça. Moi, j'ai l'impression que les enfants, lorsqu'ils sont confrontés à la différence, que ce soit notre propre différence comme parents ou même celle des autres, ils ont plutôt tendance à s'adapter. Est-ce que tu as, toi aussi, cette impression-là lorsqu'on amène la différence que nos enfants, eux, sont assez malléables, confortables avec la différence, ce qui est peut-être moins le cas pour nous? Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, c'est ça, mes troubles de santé mentale, j'en parle ouvertement avec mes enfants. Ma sœur m'a trouvé un livre qui explique la bipolarité aux enfants. Quand un parent vit la bipolarité, ça m'a tellement touchée. Puis, je l'ai lu, puis je le relis et relis encore avec mes enfants, puis souvent, ça vient de eux. Puis moi, ça va bien, tu sais, je suis stable, ça va super bien, mais je trouve ça important, je veux pas leur cacher, dans le fond. Fait qu'on a une discussion super ouverte sur la santé mentale à la maison. Ma sœur est non-binaire, elle a une conjointe et ils attendent un enfant en ce moment. Fait que c'est, tu sais, pour un enfant qui est pas habitué, on est tous habitués à un papa, une maman, mais moi, je trouve ça tellement merveilleux que mes enfants aient accès à cette richesse-là. Oui. Et ma question, justement, est-ce que eux, d'eux-mêmes, ont réellement posé des questions? Parce que, bon, nous, effectivement, on est peut-être moins habitués. Ça correspond peut-être moins au modèle hétérosexuel dont on est habitué. Mais les enfants, je suis probablement certaine qu'eux, ils ont fait comme « Ah, ben oui, ma tante, ou, tu sais, elle va avoir un enfant, point. » Est-ce qu'ils ont vraiment questionné ça? Oui, par exemple, oui. Ils ont posé des questions. Mais tu sais, c'est ça, nous, on est très, comme je disais tantôt, on est très ouvert à la discussion. Puis autant moi, j'avais une tonne de questions et j'ai posé mes questions. Puis c'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est que tout se demande.
si on le demande de façon respectueuse. Fait que moi, puis tu sais, il n'y a pas d'histoire de... On dit la vérité. OK. Et puis, tu sais, mon Dieu, pour eux, ils l'ont demandé une fois, puis maintenant, c'est juste normal. Puis, tu sais, ils me posent des questions même, mais tu sais, mais moi, est-ce que je pourrais avoir un amoureux? Oui. Est-ce que je pourrais avoir une amoureuse? Oui. Et là, l'autre fois, ils m'ont demandé, on peut savoir les deux en même temps? Oui, c'est mais ça, c'est comme une autre étape. Ouais. Faut que tout le monde soit d'accord, en tout cas. Oui, mais tu sais, c'est ça. Fait que de laisser les enfants poser leurs questions, tu sais, des fois, c'est gossant, là. Ils en ont beaucoup de questions, mais moi, je mets un point d'honneur à répondre à toutes leurs questions. Puis, tu sais, ils ont des enfants différents à d'autres niveaux autour d'eux aussi, puis tout ça. Puis, c'est de mettre je pense que de mettre des mots, tu sais, par exemple, parler d'autisme. Ouais, mais est-ce que tu sais que tel ami, il est autiste? C'est quoi l'autisme? Je vais te l'expliquer. On va trouver des livres, on va trouver des ressources. Je vais te l'expliquer, je vais te dire les vrais mots. Tu vas pouvoir comprendre. C'est comme ça qu'on accepte la différence. C'est en s'instruisant, puis là, en comprenant, en acceptant, en gardant l'esprit ouvert. En tout cas, moi, c'était clair quand j'allais avoir des enfants que c'était dans un état d'esprit ouvert que je voulais les élever. Ça, c'est une des choses de laquelle je suis plus fière en tant que maman. Tu sais, je pense qu'il faut se le dire, là. C'est une des choses que je pense qu'en tant que famille, on réussit bien. Donc, ce que je retiens vraiment, si pour donner les outils à notre enfant afin qu'il arrive justement à s'adapter, à mieux comprendre peut-être la différence également, rien de mieux que d'ouvrir la discussion sans tabou et de les instruire et parfois accepter comme parent qu'on n'a peut-être pas la réponse et de lui dire, écoute mon chaton, j'ai pas la réponse. On va aller, par exemple, vérifier, soit chercher un livre, soit demander de l'aide, peu importe, afin de trouver là où les réponses aux questions. Puis à la limite, on s'en sortira grandi comme famille et on aura appris quelque chose aussi. Oui, exactement. Tu résumes ma pensée. Merci beaucoup, Catherine. Merci d'avoir écouté cet épisode. D'ailleurs, si vous appréciez ce balado, n'hésitez pas à donner votre avis sur Apple Podcasts, YouTube, Spotify ou même sur le lien des épisodes et de les partager avec votre entourage. Le but est d'accompagner le plus de familles possible. Un merci spécial à Caroline Robinson, docteure en neuropsychologie, Roxane Larocque, psychologue, également à Catherine du blog L'Emmerdeuse. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les livres dont elle a fait référence dans l'entrevue via les réseaux sociaux du balado. Merci d'être là afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.